Salut, je m'appelle Édouard Germain, je suis étudiant en troisième année à la maîtrise en communication profil recherche générale. Dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, je m'intéresse aux imaginaires des rappeuses québécoises et rappeurs québécois issus des communautés afro-diasporiques. Dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, je vais m'intéresser à la théorie de l'espace public développée par Jürgen Habermas ainsi qu'à la critique faite par Nancy Fraser. Je vais vous mettre ça en relation avec la naissance du hip-hop dans les rues du South Bronx des années 1970. Avant tout, on va y aller avec une petite mise en contexte. Donc, premier élément de contexte qui est important à prendre en compte lorsqu'on parle de cette situation-là, c'est la situation démographique de l'époque. Il faut se rappeler, dans les années 60, qu'est-ce qui se passe dans le Grand New York, c'est qu'il y a une exode des populations blanches vers les banlieues avoisinantes. Donc, dans des quartiers comme le Bronx, on se retrouve avec une population qui est majoritairement racisée. À titre d'exemple, il y avait 76% de la population du South Bronx qui était issue des communautés hispaniques, puertoricaines et afro-américaine. Deuxième élément de contexte qui est important, ce sont les difficultés économiques et sociales qui étaient vécues par la population de l'époque. Il y avait un tiers de la population qui se retrouvait sur l'aide sociale au tournant des années 1970. Entre 1970 et 1977, il y a 300 entreprises qui sont forcées de fermer ou de déménager, laissant derrière elles 10 000 travailleurs et travailleuses sans emploi. On assiste alors à une crise importante dans le quartier où les gangs de rue font un retour en force. À cela s'ajoutent aussi tous les problèmes de consommation liés à la drogue qui commencent à prendre une place importante dans le quartier. Troisième élément de contexte qui est très important aussi, c'est la construction du South Bronx Expressway dans les années 50 et 60. En fait, avant la construction de cette autoroute, souvent on essayait de construire les routes à des endroits où il n'y avait pas nécessairement déjà de logements ou d'endroits qui étaient habités. Le Cross Bronx Expressway fait un peu exception à cette règle. Dans ce cas-ci, c'est des quartiers entiers qui ont été rasés pour la construction de cette autoroute qui servait majoritairement à acheminer la population blanche des banlieues vers le centre-ville de New York. Ce faisant, on laissait toutefois en plan toute une partie de la population du Bronx. Il faut dire que c'est plus que matériel la destruction qu'il y a eu là, c'est une destruction également qui était hautement symbolique puisque ce sont des lieux de rassemblement, des restaurants, des magasins de la communauté locale qui ont été détruits, laissant les communautés de ces quartiers sans lieu de rencontre. De retour donc maintenant à notre bon vieux Habermas et la conception de l'espace public. En fait, pour lui, l'espace public, c'est un endroit de discussion rationnelle qui s'incarnerait dans des institutions politiques. Par exemple, on pourrait penser aux conseils municipaux, au Parlement et toute instance de décision législative. Un des présupposés de cette théorie d'Habermas qui cause problème, c'est celui de l'inclusivité. Pour Nancy Fraser, qui a critiqué le concept d'espace public chez Habermas, ce concept d'inclusivité-là est compliqué parce que Habermas suppose que cette discussion politique-là va avoir lieu entre des personnes qui sont égales et donc qu'il n'y aurait pas d'exclusion de ces espaces de décision. Fraser s'est majoritairement intéressée à la question des femmes, donc de leur exclusion de cet espace public-là, mais elle a également travaillé dans une perspective intersectionnelle à démontrer comment les communautés racisées ont également été exclues de ces instances. Cette exclusion des espaces politiques par les communautés racisées était donc vécue par la communauté du Bronx de cette époque. On peut donc dire que l'idéal normatif d'Habermas d'une participation citoyenne égalitaire est mis à mal dans ce cas-ci par l'exclusion des communautés hispaniques et afro-américaines aux États-Unis. Si nous pouvons concevoir la situation sociale dans le Bronx des années 70 comme un échec de l'espace public habermasien, est-il possible de percevoir un autre type d'espace public alternatif? C'est à partir de cette question que j'ai exploré l'idée de voir la naissance du hip-hop comme le nouvel espace public subalterne, pour reprendre les mots de Nancy Fraser. Afin de creuser cette hypothèse, j'ai décidé de personnifier la question en m'intéressant à trois personnages qui sont considérés comme la sainte trinité du hip-hop. Je parle ici de DJ Kool Herc, de Grandmaster Flash ainsi que de Afrika Bambaataa. Donc, pour DJ Kool Herc, vous avez peut-être déjà entendu parler de la mythique soirée du Back to School Party de 1973 dans le Bronx. C'est lors de cette soirée organisée par la sœur de DJ Kool Herc que celui-ci invente le merry-go-round, cette fameuse technique qui consiste à reprendre le break d'une chanson et de mettre en loop pour le faire jouer pendant plusieurs minutes et ainsi faire danser ce qu'on a appelé les breakdancers. Mais ce qui fait de cet événement un aspect important de ce nouvel espace public qui se crée, c'est en fait les autres fêtes et les autres rencontres qui vont avoir lieu par la suite. D'ailleurs, ici, on parle d'un aspect qui est littéralement spatial de l'espace public, donc vraiment d'un lieu, puisque les gens se réappropriaient les rues pour installer des systèmes de son et faire ce qu'on appelait les block parties. Mais il y a aussi une dimension imaginaire qui est très importante là-dedans, puisque même encore aujourd'hui, c'est à ces événements-là qu'on se réfère lorsqu'on parle de la naissance du hip-hop. Passons ensuite à Afrika Bambaataa, une autre figure importante de cette sainte trinité du hip-hop. Avant d'être connu comme DJ, Afrika Bambaataa était connu comme un membre influent de la gang des Black Spade du South Bronx.
Celui-ci avait d'ailleurs participé à une rencontre de paix entre les différents chefs des gangs de rue en 1971. Même s'il faisait partie d'un gang, Bambaataa savait très bien les effets qu'avait la violence sur la communauté du South Bronx. Il voyait les fêtes hip-hop un peu comme une manière de créer une solidarité entre ces gangs. C'est à Afrika Bambaataa qu'on doit d'ailleurs l'idée de la Zulu Nation, cette organisation qui œuvrait justement pour une solidarité et pour une pacification des quartiers. Dans une fête au Bronx River organisée dans les années fin 70, Bambaataa aurait d'ailleurs déclaré que c'était le système en place qui avait créé cette tension et cette division de violence. Ce que le hip-hop et l'espace public qui émergeait à l'époque doivent donc à Bambaataa, c'est d'avoir créé une forme de solidarité, donc un mouvement hip-hop. Ce mouvement a finalement permis de consolider cet espace public oppositionnel subalterne. Passons finalement au dernier DJ de cette sainte trinité, Grandmaster Flash, en fait bien connu pour son groupe Grandmaster Flash and the Furious Five. En fait, avec lui, on arrive à la diffusion du message. Vous avez peut-être compris ici la référence à la chanson The Message, une des premières chansons hip-hop à sortir des rues du Bronx pour être commercialisée. Ce n'est pas la première chanson hip-hop à avoir été commercialisée à l'extérieur du quartier du Bronx. Toutefois, c'est clairement l'une des premières avec une portée sociale et politique aussi claire. Nous assistions alors à la consolidation de cet espace public oppositionnel et à la diffusion de ce message et de la réalité vécue par ces populations-là à travers les États-Unis. L'espace public bourgeois qui était incarné dans les institutions politiques de la ville de New York avait donc failli à sa tâche de représenter la population du South Bronx. C'était maintenant au tour à la nation hip-hop, comme on l'a appelé par la suite, de reprendre la place pour ainsi diffuser les revendications et faire connaître les situations vécues par les populations de ces quartiers. C'est ce qui allait se passer dans les autres quartiers de New York dans les années qui suivirent et ensuite dans d'autres villes pour finalement s'implanter un peu partout dans le monde. En conclusion, Habermas a toujours mis en garde contre l'effritement d'un espace public qui pour lui se traduirait par la multiplication de plusieurs espaces publics. Si on y pense, c'est pas mal à ça qu'on assistait lorsque je vous dis que les institutions politiques avaient failli à leur tâche et qu'il y avait de nouveaux espaces qui se créaient dans les rues du Bronx. Cette thèse a été débattue par Nancy Fraser qui considère que dans une société inégalitaire comme les États-Unis, il est inenvisageable de penser à un espace public sans parler au pluriel. Dans ce cas-ci, la multiplication d'espaces publics serait donc importante puisqu'elle permettrait à des populations qui n'ont pas accès à la parole ailleurs de diffuser leur message et de parler de leur réalité. C'est d'une certaine manière ce qui a permis la naissance du hip-hop dans les rues du Bronx des années 1970. Mais peut-on réellement parler d'un nouvel espace public lorsqu'on pense au hip-hop? À mon humble avis, je crois que le hip-hop ne peut pas être vu comme un espace public à part entière, mais il aura très certainement été un véhicule important pour les populations racisées qui ont pu faire entendre leur voix et qui ont pu consolider justement cet espace public subalterne. C'est d'ailleurs le rôle que continue de jouer le hip-hop encore aujourd'hui aux États-Unis et partout à travers le monde.